est rattaché à un laboratoire qui dépend de l'université de Chambéry. Et je suis donc paléontologue préhistorien et plus précisément archéozoologue. C'est-à-dire que j'étudie les ossements animaux que l'on retrouve dans les sites archéologiques, qui sont donc ces ossements, les restes de repas de nos ancêtres préhistoriques. Alors avant de commencer le petit tour de ce que j'ai pu faire au niveau des émotions liées à la découverte de différentes choses liées à mon domaine de recherche, donc l'archéozoologie. Qu'est-ce qu'un archéozoologue? Donc c'est quelqu'un, comme je viens de le dire, qui étudie les ossements animaux et qui va pouvoir, à partir de ces ossements, préciser à quelle espèce ça correspond, préciser à quelle partie du squelette ça correspond. Et ceci, ça va me permettre donc d'avoir une liste des espèces présentes dans chaque niveau archéologique, afin de pouvoir reconstituer les environnements préhistoriques et les climats sous lesquels vivaient nos ancêtres préhistoriques. Et avec les différentes parties du squelette, pour les espèces les mieux représentées, ça me permet également de reconstituer toutes les activités liées à l'alimentation de ces hommes préhistoriques, donc les stratégies de chasse ou de charognage, les stratégies de transport et toutes les méthodes de boucherie. Et cela, en travaillant ensuite en collaboration avec les autres collègues préhistoriens, ça permet de pouvoir, avec une approche plus globale, de reconstituer le comportement et les organisations des différents groupes préhistoriques. Je vais passer sur cette diapo-là qui est plus complexe, qui va présenter ce que je venais de dire de toute façon. Donc voilà, par exemple, à quoi peut ressembler une couche archéologique au moment de la fouille, avec les ossements et les pierres taillées qui se trouvent donc, sur le niveau archéologique. Donc ça se trouve dans un des sites que je vais vous présenter par la suite. Il est dans le sud-ouest de la Chine et il est daté, c'est le site le plus ancien que j'ai pu étudier. Il est daté à 2,4 millions d'années. Donc par rapport à Lionel, je suis beaucoup plus vieux que ce qu'il nous a présenté cet après-midi. Donc ça, c'est juste pour vous montrer qu'on utilise une collection de références avec des ossements actuels pour pouvoir déterminer les... Oui, mais il y a les personnes ici que je gêne. Donc les ossements, les collections de références pour pouvoir déterminer les ossements, donc avec la collection qui était ici quand j'étais étudiant à Bordeaux. Donc j'ai dit que je faisais un survol sur 30 ans d'expérience. Ça, c'est quand j'ai débuté, quand j'étais étudiant à Bordeaux, la photo de gauche. Les autres photos, donc, ce sont notamment des ossements qui viennent d'une grotte que j'ai étudiée lorsque j'étais en thèse, avec donc en haut des ossements de renne qui donc sont souvent fragmentés, mais que je peux déterminer en tant que renne, et puis je peux même préciser chaque partie du squelette. Et dessous, c'est dans la même couche archéologique, donc les ossements de chevaux qui se viennent de cette couche-là. Donc ceci va me permettre, avec ces ossements, ces déterminations, de pouvoir, comme je l'ai dit, préciser la liste des espèces présentes dans chaque niveau archéologique pour un site et de reconstituer et de préciser quelles sont les différentes parties du squelette qui sont présentes. Alors tout d'abord, l'archéozoologue va avoir une approche plus classique de paléontologue, c'est-à-dire qu'avec les ossements, on va pouvoir faire des mesures sur les différents os, étudier la morphologie des différents os. Et ça permettra donc de pouvoir préciser à quel stade évolutif correspond chaque espèce que l'on étudie. Le tableau que vous avez donc vous montre les différents noms d'espèces qui se succèdent pendant le Quaternaire, pendant la préhistoire, depuis 600 000 ans jusqu'à 10 000 ans. Avec donc tout à fait en bas, vous avez Equus losbackensis, qui est un cheval qui devait faire à peu près 1,70 m de hauteur au garrot, donc un cheval de grande taille pour la préhistoire. Et quand on arrive tout à fait en haut, on a Equus caballus arcellini, c'est un cheval qui était contemporain des hommes préhistoriques qui ont peint la grotte de Lascaux, donc il y a 15 000 ans. Et cet Equus caballus arcellini faisait 1,20 m, 1,25 m de hauteur au garrot. Donc la taille des chevaux au cours de la préhistoire a diminué régulièrement pour s'adapter à des conditions climatiques de plus en plus rigoureuses. Ce n'est que par la suite, avec la domestication, que l'homme a réussi à réaugmenter la taille du cheval. Donc quand on fait des études à partir des mesures et à partir de la morphologie de ces os, on peut savoir à quel stade évolutif on est, et on peut donc donner un âge à la couche que l'on étudie. Donc la diminution de la taille pour le cheval.
Cette liste d'espèces permet de reconstituer l'évolution des environnements et des paysages. Donc ça, c'est les différentes couches que vous avez dans un site qui se trouve dans le nord-ouest de la Syrie, le site de Dédérié. Et dans les niveaux tout à fait en bas, à 60 000 ans, les hommes de Néandertal ont chassé essentiellement des animaux de type chèvre sauvage qui vivaient dans la zone de montagne. Et progressivement, le climat s'est humidifié, la forêt a commencé à se développer dans les vallées et sur les montagnes. Et donc on voit apparaître des espèces de forêts avec le daim de Mésopotamie, avec le sanglier, avec l'auroch, avec la gazelle, qui traduisent donc cette humidification du climat entre 80 000 ans et 60 000 ans. Donc ça c'est un exemple, mais j'essaie de faire cela sur tous les sites que j'étudie. Ensuite, j'ai une approche taphonomique. Alors ce mot veut dire tout simplement que j'étudie les différents processus de conservation et d'enfouissement des ossements. Taphos, ça veut dire enfouissement, et nomos, c'est la loi, les lois de l'enfouissement. Et donc je vais, quand j'étudie des ossements, essayer de reconstituer toute l'histoire de cet os, depuis la mort de l'animal jusqu'à sa découverte par l'archéologue. Et donc ces ossements peuvent être la conséquence d'une pratique de la chasse par nos ancêtres préhistoriques, donc la photo qui est en bas à droite, mais ces sites archéologiques peuvent être également visités de temps en temps, quand l'homme n'est pas présent, par d'autres espèces. Et donc on peut avoir des ossements qui sont accumulés par les loups, par les hyènes, qui étaient présents dans notre paysage, même la hyène, puisqu'on a une hyène des cavernes qui a disparu il y a 12 000 ans, par les ours également, ou des animaux qui viennent dans les grottes naturellement, comme l'ours des cavernes, ou des ossements qui correspondent à des animaux qui sont tombés accidentellement dans ces grottes. Donc il faut que, lorsque j'étudie ces ossements, je fasse la part des choses entre ces différentes origines différentes, ces différentes origines, pour préciser ce qui est lié à l'activité humaine et ce qui peut être naturel. Je vais également, avec la taphonomie, regarder les surfaces des ossements pour observer différents types de traces. Des traces qui sont ici naturelles, avec par exemple en haut à gauche des ossements écrasés par des phénomènes de compaction liés au tassement des sédiments. Ensuite, si on prend, c'est la photo qui est au centre avec les petites traces qui ressemblent à des traces laissées par les vers. Ce sont des traces faites par les racines des plantes dans le sol. Donc les plantes dans un sol qui n'est pas assez riche en calcium vont pomper le calcium sur l'os et elles peuvent laisser ce type de traces-là. Et si ces traces sont trop importantes, elles finissent par fragiliser l'os ou voire le faire disparaître. Et si éventuellement il y a des stries laissées par les hommes préhistoriques sur les ossements, ces traces peuvent également disparaître. La même chose avec les ossements qui ont été grignotés par des rongeurs à côté. Donc ça vient d'une grotte qui est un site qui se trouve en Chartreuse, à 1700 mètres d'altitude, où 60% des ossements sont grignotés comme ça. Des ossements qui correspondaient à du boutin et du chamois chassés par les hommes il y a 9000 ans, mais qui ont été ensuite grignotés par les petits campagnols. Et dessous, ce sont des traces de dents laissées par un loup sur un os de renne dans un site occupé par les Cro-Magnons. Et je vais donc, à côté de ces traces laissées par des phénomènes naturels, m'intéresser à toutes les traces qui sont liées à l'homme. Et vous avez la photo en haut d'une vertèbre avec une pointe qui est fichée dans l'os, qui correspond donc à la preuve de la chasse, puisque cette vertèbre-là, avec la pointe en silex, c'est la vertèbre d'un âne, une vertèbre cervicale, et c'est donc un fragment de silex qui est resté coincé dans l'os après que l'animal ait été abattu par les hommes préhistoriques, et j'en reparlerai également par la suite. Les différentes parties du squelette vont également me donner des informations sur les stratégies de transport de ces animaux. Donc les deux figures que vous avez ici, c'est sur un site que je vous présenterai aussi par la suite en Syrie, mais je peux déjà commenter ça me permettra de gagner du temps pour la suite. La figure qui est tout à fait à gauche vous montre un dromadaire dans une couche qui est datée à 60 000 ans. Et plus les ossements sont de couleur rouge-orangée, plus les ossements sont abondants dans la couche archéologique étudiée. Plus ces ossements sont de couleur jaune pâle, plus ils sont en sous-représentation. Et quand ils sont blancs, ils ne sont pas présents. Dans cette couche-là, le NMI que vous avez est égal à 4, c'est-à-dire que les ossements que j'ai retrouvés correspondent au minimum, NMI, nombre minimum d'individus, à 4 dromadaires.
Et avec cela, les collègues préhistoriens, autour de ces ossements qui sont au nombre de 177, les préhistoriens ont trouvé uniquement 10 objets en silex, ce qui est vraiment très très peu. Ces 10 objets en silex, ce sont des outils qui ont servi à découper de la viande. Et ces outils n'ont pas été taillés sur place. Et donc, avec cette représentation-là, on voit que ce sont les os du crâne, des vertèbres et des côtes qui sont les plus abondants, que les os des pattes sont sous-représentés. Quelques outils abandonnés autour de ces éléments de carcasse qui sont très peu nombreux, pas de taille sur place. Et donc, ce que j'ai là, ça correspond à une halte de chasse où les hommes préhistoriques, puisque le sédiment, c'est une vase lacustre, se sont cachés dans la végétation au bord d'un lac au centre de la Syrie, ont abattu 4 dromadaires qui sont venus boire au bord de ce lac, ont découpé ces dromadaires avec les outils qu'ils avaient amenés avec eux, et ils sont partis avec la viande pour la partie supérieure du corps, donc la viande qui était le long de la colonne vertébrale et la coche thoracique, et ont emporté les pattes avec la viande et les os vers un autre site. Et ils ont laissé sur place les éléments de carcasse les moins intéressants sur le plan alimentaire, ainsi que les outils usés qu'ils ont utilisés sur place. L'autre figure à côté, c'est dans le même site, mais pour une couche cette fois-ci qui est plus vieille, puisque la première c'était 60 000 ans, la deuxième on est à 72 000 ans. Et dans cette couche-là, les hommes qui sont venus s'installer sur le bord de cet ancien lac, il s'agit toujours d'un lac, ces hommes-là ont fait le contraire. C'est-à-dire que là, ce qui est abondant, ce sont les os des parties supérieures des pattes, donc là où il y a le plus de viande, et les parties correspondant au crâne, aux vertèbres, aux côtes, et les bouts des pattes sont sous-représentés. Donc, et à côté de ça, les collègues préhistoriens ont trouvé une très très grande quantité de silex, avec des outils, mais avec également tous les déchets de taille en relation avec la fabrication de ces outils. Donc il y a eu taille sur place de ces outils. Donc un séjour relativement long par rapport au premier exemple. Donc ce site-là correspond en fin de compte, puisque ces outils, en plus, les préhistoriens ont pu prouver qu'on n'avait pas la panoplie complète de ce qu'on devait avoir pour l'époque, on a des outils très spécialisés tournés vers le travail de boucherie. Donc on a en fin de compte un site d'activité spécialisée vers la boucherie, qui devait être intermédiaire entre le site de chasse où les dromadaires ont été abattus. Sur ce site de chasse, ils ont donc prélevé la viande qui se trouve sur le haut de la carcasse, donc le rachis vertébral, les côtes. Ils ont pris les pattes, et ils ont laissé le bout inférieur des pattes, ils ont pris les pattes avec la viande pour transporter tout cela vers ce site de boucherie. Et ils ont continué ensuite sur place le travail de boucherie, puisque j'ai retrouvé plein de traces sur ces ossements, montrant qu'ils ont découpé la viande en petites lanières, donc il y a 72 000 ans, pour certainement la consommer plus tard dans un autre site où ils ont exporté cette viande. Donc on a un site intermédiaire entre le site de chasse et le site d'habitat principal, qui est donc un site de boucherie. Et ces traces de boucherie, eh bien, elles ressemblent à ceci, quand elles sont faites avec des outils en silex. Donc à gauche, c'est sur une articulation au niveau du coude, sur un numérus de dromadaire, donc avec des stries de désarticulation. En haut, sur une mandibule de dromadaire, des stries qui correspondent au prélèvement de la viande, de la peau autour de la tête. Donc quand on veut enlever la peau sur un animal, en général, l'outil en silex ou un outil en couteau pour le moderne ne va toucher l'os que quand on est au bout des pattes ou autour de la tête. Et donc quand on a des traces au bout des pattes ou au niveau de la tête, on sait que c'est pour prélever la peau. Et les autres traces que vous avez, c'était pour prélever la viande, donc cette fois-ci, c'est sur des vertèbres, des épines vertébrales de dromadaire. Donc travail de boucherie dans ces cas-là. Pardon. Non. Voilà. Et donc tout ceci va me permettre d'obtenir des informations concernant le type de site que j'étudie, savoir si c'est un site naturel où il n'y a pas d'occupation humaine, donc occupé par des carnivores, où ils ont emmené des carcasses qu'ils ont mangées, occupés par des carnivores comme les ours où ils sont venus passer l'hiver et hiverner, s'il s'agit de sites occupés par l'homme, et quand il s'agit de sites occupés par l'homme, préciser si c'est une halte de chasse, si c'est un atelier de taille de silex, si c'est un atelier de boucherie, ou un habitat, comme je viens de vous le montrer, et on peut même, avec l'os, savoir si c'est un habitat occupé toute l'année, ou uniquement une petite partie de l'année, et on peut préciser quelle partie de l'année. Voilà, et donc ceci permet de reconstituer toutes les activités des groupes préhistoriques en travaillant avec les collègues préhistoriens qui étudient les autres objets et de caractériser donc ces différents groupes. Donc là, je vous ai mis sur 35 ans les différents sites français
pour lesquels j'ai étudié les ossements. Donc d'abord, étudiant en Aquitaine, j'ai travaillé en Aquitaine, et depuis que je suis dans la région, je travaille sur des sites locaux. Et je vous présenterai donc par la suite deux exemples ici, régionaux, qui correspondent à des sites purement paléontologiques, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'occupation humaine. Et je ferai une petite synthèse également sur ces différents sites-là, qui sont des sites occupés par l'homme, qui se trouvent dans le Vercors, et qui ont la particularité d'être des sites spécialisés dans la chasse à la marmotte, entre 14 000 et 10 000 ans. Et là, ce sont les quelques sites à l'étranger, puisque le titre c'était à travers le monde, donc les sites à l'étranger où j'ai pu également intervenir pour étudier les ossements. Et je vous présenterai parmi ces différents sites donc quelques exemples également. Le site d'Oumetley dans le centre de la Syrie, le site d'Ordos dans le nord de la Chine et le site de Longoupo dans le sud-ouest de la Chine. Voilà. Et je vais commencer par un exemple local qui est le cialet de la décroissance. C'est le nom que les spéléologues qui ont trouvé cette grotte dans le Vercors ont donné à cette cavité. Vous avez un plan donc, de cette cavité avec à gauche l'entrée. Et pour accéder donc au squelette d'un ours brun qui est tombé au fond d'un puits, il a fallu pour cela passer un petit boyau étroit pour arriver dans un premier puits de 8 mètres, descendre sur corde. Alors je précise que je parle de découverte archéologique et paléontologique, mais pour moi quand j'ai fait ça, c'était aussi une découverte spéléologique, puisque c'était mon baptême en spéléologie avec l'utilisation de cordes. Donc un puits de 8 mètres à descendre, reprendre une petite diaclase, redescendre un puits de 8 mètres, reprendre la diaclase où on marche à l'égyptienne sur une vingtaine de mètres, passer de l'autre côté d'un puits qui fait 8 mètres, ensuite 60 mètres de galerie en marchant à l'égyptienne pour arriver dans un puits qui fait 30 mètres de profondeur, et avec au fond de ce puits donc le squelette d'un ours brun. Et donc ça c'est l'entrée de la cavité qui a été découverte par Barnabé Fourgous, donc le petit boyau dans lequel on se faufile. Ensuite, les galeries étroites et le puits qu'on descend à la fin. Donc baptême, 30 mètres de descente sur corde. Des griffades à mi-parcours observées sur les parois dans la diaclase très étroite qui ont été faites par l'ours brun à cet endroit-là, mais on ne sait absolument pas par où l'ours est arrivé dans la grotte. Et finalement, il a fini par tomber au fond du puits que vous voyez sur la droite. Et voici donc le squelette de cet ours au fond de ce puits, avec un spéléologue devant. Le même, donc en vue plus rapprochée, sa tête se trouve sur la droite. Elle est difficilement identifiable parce qu'il y a un goutte à goutte qui est tombé du plafond régulièrement sur la tête et qui a fini par désagréger les ossements. Donc le crâne, les os du crâne sont tombés en morceaux sur place. Même certaines dents se sont fragmentées. Par contre, tous ceux qui se trouvent derrière les épaules, le reste du squelette est parfaitement bien conservé. Et donc toutes les vertèbres sont encore en connexion anatomique, les côtes sont encore en place, les os des pattes jusqu'au bout des doigts sont parfaitement en place. Donc c'est un animal qui a fait une chute de 30 mètres et qui s'est retrouvé couché sur le côté gauche quand il est mort et qui n'a pas bougé d'1 millimètre depuis sa mort. Ce squelette-là a été daté par la méthode carbone 14, il est tombé dans la grotte il y a plus de 9000 ans. Et il n'a pas bougé depuis, il y a juste le crâne qui, avec le goutte à goutte, avec le temps, a fini par se fragmenter. Voilà le crâne, avec les dents qu'on peut reconnaître, mais écrasées sur place. Ça veut dire qu'il n'y a eu aucune circulation d'eau dans la grotte? Ça veut dire qu'il n'y a eu aucune circulation dans la grotte et aucun animal, rien, pas de ruissellement, rien n'a permis à ces ossements de bouger. Quand je suis arrivé sur place, les spéléologues m'avaient demandé de m'y rendre dans un premier temps pour savoir si c'était un ours des cavernes ou un ours brun, parce que dans la région, dans les grottes, on peut trouver ces deux espèces. L'ours brun est encore présent en Europe, je ne dis pas dans les Alpes, puisqu'il a disparu dans les années 1930, et l'ours des cavernes, lui, a disparu il y a 25 000 ans. Et on peut trouver donc les deux dans nos grottes dans la région. Et cet ours-là, d'après les dents, c'est un ours brun. Et j'ai pu leur dire tout de suite, c'est même un mâle. Et là, ils m'ont regardé en faisant des gros yeux, parce qu'au bout de 10 secondes, j'ai pu dire que c'était un mâle.
Et tout simplement parce que l'os qui est entouré dans la photo en haut à gauche, c'est un os pénien qui se trouve entre les fémurs. Et chez les carnivores, il y a un os pénien qui est présent et qui me permet donc à coup sûr de dire qu'il s'agit d'un mâle. Alors, au fond de ce puits, autour de ces ossements, je n'ai pas trouvé de griffades sur les parois. Donc l'ours n'a pas essayé de ressortir. J'ai pu également montrer qu'il y avait une double fracture sur le cubitus gauche, que l'on voit ici sur la photo, qu'un morceau d'émail avait sauté sur une des molaires, que l'on voit aussi sur la photo. Il y avait une fissure sur un petit os du pied. Et par conséquent, cet animal s'est tué très certainement lors de sa chute de 30 mètres. Et s'il a pris un coup sur la tête, c'est possible, puisqu'il y a un morceau d'émail qui a sauté au niveau d'une dent. L'état de conservation du reste du crâne ne me permet pas de savoir s'il est tombé sur la tête et s'il s'est fracassé le crâne en tombant. Ça, je ne peux pas le dire. Par contre, je peux dire qu'il est tombé et il n'a jamais essayé de se relever parce qu'il n'y a pas de traces de griffades sur les parois. Et cet ours est tombé donc il y a 9000 ans. Et l'étude de ces ossements donc, montre qu'il s'agit d'un mâle qui a été surnommé par les spéléologues Jean Mouloud. Il pesait 200 kg, mesurait 1,10 m au garrot. Il avait un âge compris entre 15 et 20 ans. Et la datation, donc, un peu plus de 9000 ans. Quand je mets en K et BP, c'est des âges corrigés et par rapport à l'actuel. BP, c'est le présent. Before present. Donc, on est presque à 10 000 ans. Deuxième exemple régional qui correspond toujours à un site purement paléontologique, sans intervention humaine, c'est la grotte Tempiette qui se trouve sur le Gramier, au-dessus de la Balma-Colomb, pour ceux qui connaissent, qui est une grotte à ours des cavernes. Et donc, tous les matins, pour monter dans cette grotte, j'avais 700 mètres de dénivelé à faire, donc 1h30 de marche. On se mettait ensuite en tenue spéléo en haut, on longeait la paroi sur une petite vire étroite que vous avez sur la photo pour arriver à l'entrée de la petite grotte. Donc on était encordé, on voit la corde sur la photo de droite, pour longer cette petite vire, parce que derrière nous il y avait un vide de 40 mètres, notamment quand on était devant la grotte. Et une fois devant la grotte, on se met à quatre pattes pour rentrer dans la grotte, et au bout dans cette grotte-là, donc on va trouver un petit galerie qui fait 7,30 m de longueur horizontale, où on marche uniquement à quatre pattes. Et au bout de cette galerie horizontale, on a un puits de 32 mètres. Et au fond de ce puits de 32 mètres, donc quelques photos, donc là la progression à quatre pattes, le puits de 32 mètres, et au fond de ce puits, vous voyez, vous devinez quelques ossements. Voici les ossements qui se trouvent au fond. Donc ça c'était en 2011. Et quand j'ai vu ces ossements avec cet état de conservation, le collègue qui m'a présenté la grotte m'a dit: si tu veux la fouiller, je te laisse la possibilité de la fouiller. C'est un collègue qui est un retraité du muséum de Lyon et qui a aujourd'hui 80 ans. Donc à l'époque, il était autour d'un peu plus de 70 ans. Et donc pour lui, il trouvait que c'était trop difficile sur le plan physique, donc il m'a laissé fouiller le site à sa place. Donc ce que j'ai fait en 2012 et 2013, donc à chaque fois au début du mois de juillet, pendant 15 jours, et sur les 15 jours, j'ai calculé que j'avais monté avec sur les 15 jours plus de 8000 mètres de dénivelé cumulé, et sur corde presque un peu plus de 800 mètres également de progression sur corde, pour monter et descendre le puits. Donc voilà cet amas osseux qui se trouve au fond. Et cet amas osseux, là c'est ce que j'ai déterminé, mais il me reste encore quelques caisses à regarder. Au total, je dois être à plus de 20 000 ossements sortis sur 2 fois 15 jours. Là, j'en ai donc déterminé plus de 15 000. Et sur ces 15 000, c'est surtout du bouquetin qui est présent, avec du chamois, avec des ossements qui sont soit du bouquetin, soit du chamois. Donc l'espèce d'hybride que vous voyez, c'est quand je ne peux pas faire la part des choses entre les deux, notamment quand on a des jeunes. C'est pas toujours facile. Et avec ces bouquetins et chamois qui sont donc nettement dominants dans le site, il y a de l'ours brun, un aigle royal, un lièvre variable, beaucoup d'écureuils, des hermines, des belettes et des martres.
Pour les bouquetins, j'ai fait des datations carbone 14, donc voilà les résultats qui sont compris entre plus de 14 000 ans pour les plus vieux et ça va jusqu'à un peu plus de 7 000 ans. Et pour les chamois, eh bien, ma surprise, ils sont légèrement plus récents. Donc les bouquetins, en fin de compte, ont occupé le massif du Granier avant que les chamois arrivent. Alors il faut que je précise que 14 000 ans, c'est la fin de la dernière glaciation. Avant 14 000 ans, dans la région, il faisait trop froid pour qu'il y ait des bouquetins et des chamois en altitude. Les hommes n'étaient pas présents également dans la région. Les sites archéologiques les plus anciens sont autour de 14 000 ans. Donc, le climat commence tout doucement à se réchauffer et on voit arriver les premiers animaux, ce sont les bouquetins. Et ensuite, les chamois vont arriver, ce que montre donc la chronologie que l'on a ici au niveau des datations. Donc, on a deux phases d'occupation de ce site. Et première question que je me suis posée, et première découverte dans ce site, c'est pourquoi ces bouquetins et ces chamois sont rentrés dans cette grotte et pourquoi ils sont tombés au fond de ce puits. Eh bien, vous avez ici une photo qui a été prise au bord du puits, où vous avez une surface polie, juste au bord du puits, et qui a été polie par les langues des bouquetins et des chamois qui sont venus lécher la paroi pour le sel. Et aujourd'hui, on voit ces bouquetins qui font la même chose, mais à l'extérieur. Donc ils ont fait ça pendant des milliers d'années dans la grotte, au bout de la galerie horizontale, et ils ont fini par polir la petite surface qui est ici. Alors ça, c'est pas moi qui l'ai trouvé, c'est le collègue du laboratoire de Chambéry qui travaillait avec moi, qui est géomorphologue, qui étudie tous les processus de formation des grottes et qui m'a dit ça, c'est pas normal, c'est pas naturel. Et c'est comme cela que l'on en a déduit tous les deux que c'était lié aux bouquetins et aux chamois qui léchaient les parois. Et donc c'est juste au bord du puits, et il faut imaginer que ces animaux donc léchaient le sel, et il y en a un qui veut prendre la place, il pousse celui qui est devant, et puis pouf, au fond du puits. Alors vu le nombre de bouquetins que j'ai trouvé, j'ai fouillé, disons, 1/5 du site, mais j'ai quand même les crânes de 34 bouquetins, de 15 chamois. Mais sur 15 000 ans, ça correspond à un animal qui tombe tous les 250 à 300 ans. Donc c'est pas encore très, très dense. Deuxième découverte, c'est un des spéléologues en montant la première année de fouille qui me dit « Tiens, j'ai trouvé une vertèbre coincée dans une fissure et il était à 8 mètres de la base du puits. » Et en bas, donc, j'ai tous les ossements qui sont accumulés de ces bouquetins et de ces chamois, tous mélangés. Donc j'arrivais pas à expliquer aux spéléologues pourquoi les animaux, puisqu'ils avaient fouillé avec moi la grotte à ours où tout est resté en place parfaitement, pourquoi ici, pour les bouquetins et les chamois, tout était mélangé, je n'avais pas de squelette en connexion anatomique. Je ne savais pas comment leur expliquer. Et donc la découverte de cette vertèbre coincée dans une fissure à 8 mètres de la base du sol, et le lendemain j'en ai trouvé une autre à 1,80 m de la base du sol, m'a permis de dire que ces animaux ne sont pas tombés directement au fond du puits. Et c'est un des spéléologues qui travaillait avec nous qui m'a dit « Mais dans le granier, il y a encore des grottes avec de la glace à l'intérieur. » Et que cette glace, c'est ce qui reste de la dernière glaciation. Donc, il est tout à fait possible qu'au fond du puits, quand ces animaux sont tombés dans la grotte, il y avait encore de la glace. Et qu'ils sont tombés au fond du puits en s'accumulant sur la glace. Et ensuite, le corps de ces animaux se sont décomposés. Et puis, il y a une vertèbre qui était glissée dans une fissure à 8 mètres de la base du puits. Et puis un peu plus tard, quand la glace a continué à fondre, elle est allée se glisser à 1,80 m dans une autre fissure. Donc ces animaux ne sont pas tombés directement au fond du puits, mais sur un bloc de glace comme ceci. Et malheureusement, contrairement à ce que j'ai sur mon écran, le dernier bouquetin, il est sur un bloc de glace bleu qui n'apparaît pas à l'écran. Magie du PowerPoint. Ça fait un petit moment que ça ne m'était pas arrivé. Alors j'ai fait dater par carbone 14 ces deux vertèbres coincées dans les fissures et elles sont datées, correspondent à des bouquetins qui sont tombés dans la grotte il y a plus de 10 000 ans. Conclusion, il y a plus de 10 000 ans, il restait encore plus de 8 mètres d'épaisseur de glace au fond du puits, quand ces animaux sont tombés. Et ensuite ils se sont décomposés, la glace a continué à fondre et les ossements ont bougé dans cette glace qui fond, qui se reforment l'hiver, qui refont l'été et qui progressivement donc finit par disparaître. J'ai fait dater d'autres animaux, comme ici, et là aussi on le voit très mal, le lièvre variable, l'aigle royal et l'ours brun. Vous avez les dates. Le lièvre variable, il est à 700, un peu plus de 700 ans par rapport à l'actuel.
Donc il est tombé sous l'époque un petit peu avant Charlemagne. Le lièvre l'aigle royal est à 1300 ans et l'ours il est à 3600 ans. Et ces animaux, je les ai retrouvés, eux, en pseudo-connexion anatomique. Donc il n'y avait plus de glace quand ils sont tombés dans la grotte.